Bonjour, c'est Kourouma Mamadi, la personne qui vous parle de l'histoire des grandes personnalités d'Afrique et du monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Senghor. Mais avant de commencer, je t'inviterai à liker, commenter, voire même partager la vidéo. Cela m'aide grandement, surtout que je suis un petit créateur et je viens de commencer. Merci à toi. Le commencement. Comme chaque histoire, il y a un début. Celle de Senghor commence un 9 janvier 1906 dans la petite ville côtière de Joal. C'est une ville située dans le sud de Dakar, la capitale sénégalaise. C'est le fils d'un riche commerçant catholique, Basile Diongoy, et de Nilaine Guémé Baroum. Bon, clairement, j'aurais dû consulter les Sénégalais avant de prononcer ces noms. Celui à qui on donne le nom de Léopold Sédar Senghor, sans savoir qu'il sera un grand homme de main. Le nom sérère, Sédar signifie celui qu'on ne peut humilier. Et vous allez voir tout au long de son histoire qu'il ne sera jamais humilié. Il sera toujours un grand homme. Enfant, Senghor grandit dans sa famille maternelle avant d'être envoyé à la mission catholique à l'âge de 7 ans. Puis un peu plus tard, il ira au collège François Liberman de Dakar. Collège Liberman où j'ai fait la 5e, la 4e et la 3e. Le jeune Senghor est brillant, voire même très brillant. Il est tellement bon qu'il réussit à obtenir une bourse pour aller faire ses études en France. Il faut savoir qu'à cette période, l'élite africaine, enfin ceux qui étaient censés travailler aux côtés d'administrateurs blancs, étaient censés aller à l'école William Ponty du Sénégal. Bon, les années de collège de Senghor ne sont pas assez intéressantes. On va avancer un peu. Nous sommes maintenant en 1928. Senghor est âgé de 22 ans et il vient tout juste de débarquer en France. Je suis arrivé à Paris au mois d'octobre. Il pleuvait, il faisait froid. Le Panthéon gris, Notre-Dame gris. J'ai trouvé vraiment que c'était très laid. Dans un premier temps, il s'inscrit à la Sorbonne, mais il n'arrive pas à suivre la cadence, comme il le dira lui-même. J'ai été dérouté à la Sorbonne. Dérouté à la Sorbonne, le jeune Senghor va solliciter l'aide d'un député sénégalais, Blaise Ndiaye, qui va notamment jouer de ses relations pour aider le jeune Senghor à s'inscrire au lycée Louis-le-Grand. Et c'est dans ce lycée que tout change pour Senghor. À Louis-le-Grand, Senghor fait la rencontre de deux personnes qui font peut-être de lui l'homme qu'il est devenu aujourd'hui. Le premier, c'est Georges Pompidou, qui deviendra par la suite président de la République française. Et le second, c'est Aimé Césaire, avec qui il va former le mouvement de négritude. C'était au lycée Louis-le-Grand. Il y avait 2 jours que j'étais en France, c'était en octobre, la rentrée d'octobre. J'ai été m'inscrire pour l'administration du lycée. Et dans le couloir qui menait aux classes, je vois un jeune homme en blouse grise d'écolier. C'est un jeune noir, je me souviens très bien, avec une raie médiane dans les cheveux. Il s'approche de moi et il me dit dans l'argot scolaire de l'époque, « Dis donc Bisu, d'où viens-tu » Je lui dis que je viens de la Martinique. « Comment t'appelles-tu » Je lui dis « Je m'appelle Aimé Césaire ». Je m'enhardis à demander à cet ancien « Et toi ?» Il me dit « Léopold Sédar Senghor ». Et voilà comment j'ai connu Senghor. Donc par conséquent, il y avait 2 jours que j'étais en France. Et... Au lycée, Senghor, c'est plutôt un bon élève, comme d'ailleurs le prouvent les archives. Le nom de Senghor figure à côté de ceux de Paul Gut et de Georges Pompidou. Mais il y a autre chose. Sur la page voisine, premier accessible de gymnastique, devinez qui? Après le lycée, il retourne à la Sorbonne où il a été dérouté pour enfin obtenir une licence de lettres. 1933, il obtient sa naturalisation française. 1 an plus tard, il fait son service militaire. Je rappelle que le service militaire était obligatoire à cette période. 1935, il commence sa jeune carrière dans l'enseignement avant que sa vie ne soit bouleversée par la Seconde Guerre mondiale. Senghor est mobilisé pour aller faire la guerre contre l'armée d'Hitler. Bon, il n'avait clairement pas de chance. En 1940, il est fait prisonnier et sera libéré 2 ans plus tard pour des soucis de santé. Libéré, il continue sa petite vie d'enseignant et continue aussi d'écrire. Mais bon, même si j'ai oublié de le dire, Senghor, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup. Dans cet épisode, je vais surtout parler de sa vie politique, pas de ses œuvres.
Bon, il faut se dire la vérité, il n'y a rien qui prédestinait Senghor à faire de la politique. Même si ses prises de position dans les différents mouvements de négritude, ou après que les tirailleurs sénégalais aient été tabassés et tués dans la réclamation de l'air dû, laissaient entrevoir un petit avenir en politique. C'est lors d'un voyage de travail à Dakar que l'homme politique Lamine Gueye propose alors à Senghor de se présenter pour être député. Senghor dit banco et voilà, quelques années plus tard, il est député. Le 12 septembre 1946, il se marie pour la première fois avec Ginette Eboué. Il s'agit de la fille de Félix Eboué, un ancien gouverneur général de l'Afrique équatoriale française, AEF. Le divorce est prononcé quelques années plus tard et il se marie pour la deuxième fois avec Colette Hubert, avec qui il passera le reste de sa vie. En 1948, Senghor quitte le parti de Lamine Gueye pour créer son parti. Il faut dire que le courant ne passe plus entre les deux hommes. Leur différend vient du fait que Lamine Gueye prône une politique d'assimilation totale. Pour lui, tous les citoyens de l'Empire français sont à part entière français. Et c'est que les idées de la négritude contestent. Pour Senghor, il faut être français, certes, mais un français à l'africaine. Bon, j'avance un peu. Nous sommes maintenant en 1958 et la 4e République française s'est effondrée. Charles de Gaulle est rappelé aux affaires. Il veut proposer une nouvelle constitution soumise à référendum, dans laquelle il propose aux colonies africaines une communauté française. Les colonies avaient alors le choix de voter entre le oui pour rejoindre la communauté et le non pour dire non à la communauté. Le parti de Senghor votera massivement oui. La Guinée de Sékou Touré qui a dit non au projet de communauté du général de Gaulle fait des envieux. Surtout quand Sékou Touré tient des discours à l'ONU, les autres députés, voyant ça, sont un peu jaloux. Les députés africains qui siègent à l'Assemblée nationale française vont avoir l'idée de créer une fédération. Donc, il y a de plus en plus de discussions avec le général de Gaulle afin de donner plus de liberté aux colonies africaines. Quand je suis allé lui demander l'indépendance du Sénégal, il a commencé par m'écouter pendant une demi-heure sans m'interrompre. Il y a peu d'États qui avaient cette manière de recevoir un interlocuteur. Et puis, il m'a accordé l'indépendance du Sénégal en principe en moins d'une heure de conversation avec lui. Je ne parlerai même pas de discussion. À la base, la fédération devait réunir 4 pays. Le Mali actuel, qui s'appelait en ce moment le Soudan, le Sénégal, le Bénin et le Burkina Faso. Seul le Mali actuel et le Sénégal seront fédérés. La fédération aura pour nom le Mali et à la tête de la fédération, ils vont mettre un Malien, Modibo Keïta, qui sera secondé par un Sénégalais, Mamadou Dia. Et Senghor, quant à lui, il est fait président de l'Assemblée fédérale. Et c'est le 4 avril 1960 que la fédération parvient à obtenir son indépendance. Le drapeau français fait ainsi place au drapeau de la fédération. 4 mois plus tard, c'est l'éclatement au sein de la fédération. Les dirigeants maliens et sénégalais n'arrivent pas à se comprendre. Senghor et le Sénégal quittent la fédération. C'est plutôt une bonne chose pour lui, car il est fait président. Son vieux ami Lamine Gueye devient le président de l'Assemblée nationale. Et quant à Mamadou Dia, le numéro 2 de la fédération, est président du conseil. Tout le monde est gagnant. Vous savez ce qu'on dit, en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Quelques années plus tard, les intérêts de Mamadou Dia et de Senghor vont entrer en conflit. Bon, ce qu'il faut savoir, le poste de président à cette époque, poste qu'occupait Senghor, devait essentiellement s'occuper de politique extérieure. Et le poste de conseil, le poste qu'occupait Mamadou Dia, devait uniquement s'occuper de politique intérieure. Mais bon, les différends des deux hommes politiques est énorme. Du coup, ça va créer un conflit entre les deux. 17 décembre 1962, Mamadou Dia, qui veut plus de rupture avec la France, va tenter de déposer des motions de censure à l'encontre du président Senghor. Mais bon, c'est sans compter sur l'ingéniosité de ces derniers. Le président Senghor, qui se sent menacé, va réquisitionner l'armée. Mamadou Dia et ses partisans sont arrêtés. Pour éviter ce genre de problèmes à l'avenir, Senghor et Lamine Gueye vont convoquer une réunion des députés chez Lamine Gueye, donc sans les partisans de Mamadou Dia. À cette réunion, ils vont réviser la constitution. Et le gouvernement est confié à Senghor. Pas bête la guêpe, Senghor. 1963, première élection présidentielle au Sénégal. Bon, pas de grande surprise, mais bon. Ce qu'il faut souligner est que pour être candidat à la présidentielle,
il fallait être soutenu par 10 candidats et aucun député ne soutiendra l'opposition. Et donc Senghor se retrouve tout seul, candidat à la présidentielle. Cette situation fera descendre énormément de monde dans les rues. Il y aura 40 morts et plus de 250 blessés. Bon, pour aller un peu plus vite, de 73 jusqu'en 78, c'est le parti unique. Et tous les 5 ans, il y a des élections et c'est Senghor qui les remporte. Le 22 mars 1967, un jour de Tabaski. Tabaski, c'est une fête musulmane. Senghor est passé à 2 doigts de la mort. Il y avait une cérémonie qui avait été organisée sur l'esplanade de la grande mosquée de Dakar. Senghor, après avoir quitté la tribune, s'apprêtait pour monter dans sa décapotable. C'est alors que surgit un homme du nom de Mustapha Lo avec un revolver. Selon les témoignages, il y aurait eu 2 déclics, mais heureusement, l'arme s'est enrayée. Mustapha Lo sera condamné à la peine capitale, exécution par un peloton. Mais bon, ce dernier dira toujours qu'il ne voulait pas tuer Senghor, qu'il voulait juste montrer qu'il était vulnérable. Senghor dira par la suite sur la radio France Internationale, pendant 3 jours, j'ai eu des cauchemars terribles. Élection présidentielle de 1978. Cette fois, il y a quelque chose qui a changé. C'est l'arrivée du multipartisme, toutefois limité à 3 partis. Senghor est opposé à un jeune avocat du nom de Abdoulaye Wade, qui avait été l'avocat de Mamadou Dia quand celui-ci a été condamné par Senghor. Mais bon, Senghor arrivera à l'emporter avec 82% des voix. Le 4 décembre 1980, fait improbable, surtout en Afrique. Senghor déclare à la radio qu'il démissionne en tant que chef d'État à partir du 31 décembre de la même année. Les Sénégalais y sont dégoûtés. Certains pensent même qu'il a abandonné parce que c'est trop dur. Et son successeur est déjà trouvé. Il s'agit bien sûr de son premier ministre, Abdou Diouf. C'est ainsi s'achève l'histoire politique d'un homme qui a changé à jamais le visage du Sénégal. Bien sûr, l'histoire de Senghor ne se résume pas qu'à sa vie politique. Il a eu une vie littéraire, une vie avec sa famille. Il mérite amplement le surnom de poète président. Il a écrit pas mal d'œuvres dans sa vie. L'histoire de Senghor, c'est l'histoire d'un éternel premier. Premier Africain noir à intégrer l'Académie française. Premier Africain noir à décrocher l'agrégation des grammaires français. Premier président du Sénégal. Premier président à quitter le pouvoir, surtout sur un continent tenu par des dictateurs. L'histoire de Senghor, c'est l'histoire de la négritude. Merci de l'avoir suivi. Merci à toi de lâcher un commentaire, un like ou même de partager la vidéo. Merci à toi.